Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous recevez la vidéo. Je suis de Paris, bon, Steve de Paris, communément, c'est comme ça qu'on m'appelle dans la rue et tout. Mais sinon, je suis Steve Takwan, camerounais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je réside en Allemagne depuis environ un an déjà. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui me semble un peu importante. Bon, déjà, vous savez que moi, TikTok, pour moi, c'est juste un moyen de distraction. Moi, j'utilise TikTok juste pour suivre ce que les gens font et suivre aussi les entrepreneurs qui m'inspirent. Et voilà, parfois, quand ils veulent me distraire avant de me coucher, je regarde TikTok. J'ai fait cette vidéo pour essayer de répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois déjà par les gens qui me sont un peu très proches. Il sait que naturellement, il y a d'autres personnes dans la communauté qui se posent ou bien qui se poseraient également la même question. La question, c'est de savoir s'il est possible ou bien si avec un master au Cameroun, on peut directement accéder au programme, on peut directement accéder au programme de PhD ou bien au programme de doctorat en Allemagne. Parce que j'ai oublié de le dire, j'ai fait une thèse de doctorat ici en Allemagne. Je vais commencer ma deuxième année de thèse en septembre aussi. Donc la question c'est de savoir si on peut directement entrer en thèse avec un master obtenu au Cameroun. Ça, c'est une question que les gens se posent tout le temps. Parce qu'ils ont toujours l'habitude de dire, voilà, est-ce que ce n'est pas nécessaire qu'on vienne refaire d'abord le master. Tu sais, le master qu'on a eu ici au Cameroun, c'est vraiment le quartier, comme on aime dire. Vraiment, ce n'est vraiment pas ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'on aura tellement de lacunes qu'on va s'inscrire en TS là-bas? Il y a tellement d'interrogations autour. Et ces interrogations, je ne dirais pas que ça ne met pas ces interrogations en leur place. Oui, naturellement, quand on regarde comment les choses se passent au pays et tout, on peut bien se poser cette question. Mais la réponse à cette question, c'est oui. La réponse c'est oui, O-U-I. Yeah. Avec un master obtenu au Cameroun, à Tchang, à Ngoikele, à Douala ou bien à Ngaoundéré, tu peux bien évidemment accéder à un programme de thèse directement ici en Allemagne. Je pense que c'est d'ailleurs le cas partout dans le monde entier. Donc, je vais un peu parler de la vidéo, sera un peu longue, je ne sais pas s'ils veulent la couper en deux, je ne sais pas trop. Mais je vais essayer de brosser un peu de façon grossière le processus, ou bien le processus que j'ai suivi, c'est le processus que j'ai suivi. Et je suppose qu'il y en a qui le suivent, qui ont suivi le même et que ça a marché. Et plusieurs personnes le suivent. Et voilà, je pense que si vous le suivez, ça pourrait aussi marcher dans votre cas. Déjà, quand tu as obtenu ton master au Cameroun et tout, et que tu aimerais venir faire ton PhD en Allemagne, bon, j'insiste beaucoup plus sur l'Allemagne parce que c'est ici que je vis. Donc, naturellement, ce que je vais dire ici là peut marcher dans d'autres pays. J'ai dit peut marcher dans d'autres pays. C'est-à-dire d'autres pays, peut-être la France, les États-Unis, le Canada, je ne sais pas trop. Mais bon, je n'ai pas trop parlé du Canada, le système est un peu loin de celui d'ici. Voilà, quand tu as eu ton master et tout, tu aimerais maintenant venir faire ton PhD. La première étape à faire, c'est savoir ce que tu veux faire en PhD. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux étudier? C'est bon, tu peux dire, voilà, tu as eu un master en physique et tout, et tu veux faire un PhD en physique. On dit que tu veux faire le PhD en physique, c'est un peu, c'est un peu vague, quoi. La physique, c'est un très vaste champ, ou bien un très vaste domaine. Tu peux dire, tu veux faire un PhD peut-être en physique nucléaire, en physique atomique, en énergie renouvelable, parce que ça, c'est une partie de la physique. Tu peux vouloir faire, je sais pas trop quoi, en optique, en quantique, ou bien en quantum computing, c'est-à-dire c'est l'information quantique, je pense bien, ouais. C'est tellement vaste, en fait, le domaine de la physique. Donc, la première des choses, c'est d'identifier le domaine dans lequel tu aimerais faire. D'identifier ce que tu aimerais faire en PhD. Là, c'est la première des choses. Une fois que tu connais ce que tu veux étudier ou bien ce que tu veux faire, tu vas maintenant passer à la recherche des institutions ou bien des universités qui ouvrent ce programme. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de passer sur Internet. Tu peux regarder peut-être top 30 des universités allemandes ou bien des instituts allemands qui offrent des programmes de PhD en quantum computing ou bien en nucléaire physique, en physique nucléaire. Je ne sais pas trop, ça dépend de ta filière. Bon, moi, je parle beaucoup plus de physique dans la vidéo parce que bon, moi, je suis physicien, donc je suis désolé. Ce n'est pas comme si c'est seulement la physique que vous pouvez étudier. Sinon, je suis désolé, c'est parce que je suis physicien. Donc, tu regardes le top, peut-être top 30, c'est un exemple. Tu peux regarder top 50 ou bien top 100, ça dépend de toi. Les meilleures universités qui offrent les bourses de thèse dans ton domaine, en physique nucléaire, en quantum computing, je ne sais pas trop. Maintenant, quand tu regardes, naturellement, tu vas voir la liste. Google va te donner une certaine référence, peut-être 30 ou bien 40, ça dépend de toi. Tu vois maintenant l'université, tu vois, ce que tu as fait, c'est d'ouvrir maintenant les sites web de chaque université pour voir les critères de sélection, ce qu'on appelle les requirements en anglais. Donc, il faut voir ce que tu as besoin d'avoir pour pouvoir accéder à ce programme. Désolé, pour pouvoir accéder à ce programme. Tu lis progressivement et tout. Et ce que tu dois aussi savoir, c'est que plus une université est cotée, plus elle est sélective dans l'entrée. L'accès est vraiment sélectif. Ce n'est pas du tout l'amusement. Les critères seront vraiment coriaces. Voilà. Mais c'est pas pour dire que celles qui sont classées peut-être 30e sont le quartier, comme on aime dire non.
Et ce n'est pas ça. Parfois, c'est juste une question de réputation et tout, mais il faut savoir ça. Il faut savoir qu'il y a quand même une différence au moment de l'admission. Quand tu fais, dans la phase d'admission, il y a une différence entre les universités très cotées et celles moyennes, ou bien moyennement cotées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tu dois savoir que si tu choisis les top universités, peut-être l'université technique ou bien technologique de Munich ou bien de Berlin, je ne sais pas trop, c'est quand même coté, ou bien Albert Ludwigs University of Freiburg, je sais pas, c'est l'une des top universités. C'est quand même coté. Il faut le savoir que ce sera vraiment compétitif. Là, c'est bien. Maintenant, quand tu ouvres les sites web, ce que tu as fait, c'est d'aller tu ouvres le site web de l'UNIF, tu vas dans la page de l'institut ou bien du département dans lequel tu aimerais t'inscrire. Ce que tu fais ici, c'est de regarder la liste des enseignants qui travaillent dans ce département. C'est-à-dire, généralement, il y a leur nom, leur fil d'expertise, leur domaine d'expertise, leur domaine de recherche, quoi, leur domaine de prédilection. C'est toujours marqué là. Pour chaque faculté même, il y a toujours ça là-bas, toujours tout ça, avec les contacts, les emails, les numéros de téléphone. Ce que tu as fait, c'est de cibler peut-être deux enseignants dans chaque département que tu as consulté. Tu leur envoies des emails. Maintenant, ici, là, envoyer des emails, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que, bon, je vais vous dire pourquoi il faut envoyer les emails avant de postuler. Pourquoi c'est recommandé d'envoyer les emails avant de postuler? Je n'ai pas dit que tu dois absolument envoyer les emails avant de postuler. Et je pense qu'en Allemagne, même dans plusieurs programmes, tu dois absolument envoyer les emails avant de postuler parce que la plupart du temps, il faut d'abord avoir l'aval d'un superviseur avant de pouvoir contacter la graduate school. Donc, je pense que dans la plupart des universités allemandes, c'est comme ça. Maintenant, quand tu envoies l'email pour discuter en fait de tes projets ou bien de tes ambitions avec le professeur que tu as eu à faire. Tu fais un mail poli et tu lui expliques, voilà, tu te présentes et je suis tel, je viens du Cameroun ou bien du Bénin, bref. Je vais beaucoup parler du mentionner le Cameroun dans ma vidéo, c'est parce que je suis camerounais, je suis désolé pour les autres, mais je n'ai pas de problème contre vous. Je dis, je suis camerounais, j'ai eu mon master à l'université en telle filière, où ma thématique ou bien mon mémoire portait sur j'ai eu tel résultat et tout. Voilà, tu présentes ça. Tu dis maintenant, en surfant sur le net, tu t'es rendu compte que voilà, dans ce UNIF, il y a tel programme de thèse qu'ils offrent et tu t'es aussi impressionné par son fil de recherche ou bien par son domaine de recherche parce que ça cadre effectivement avec ce que toi tu aimerais faire plus tard. Et voilà, tu dis, il y a par exemple son article tel que tu as lu et qui t'a vraiment captivé. Même si tu n'as pas lu l'article, tu mentionnes l'article. Là, je suis en train de te dire que voilà, il faut déjà aussi regarder la liste des publications de l'enseignant en question. Tu peux peut-être télécharger un article et tu lis au moins l'abstract, c'est-à-dire le résumé de l'article. C'est important. Tu vois, quand tu lui dis, tu as lu peut-être son article tel où il parlait de ci et de ça, où il a étudié X et Y et il a obtenu Z, je ne sais pas trop quoi. Tu dis, voilà, tu pourrais te voir en thèse en train de travailler sur le même sujet, quoi, sur la même direction, bien la même voie. Maintenant, tu lui demandes, est-ce que dans le semestre qui vient là, est-ce qu'il recrute encore les PhD students? C'est tout. Tu poses la question très poliment, quoi. Voilà. Et à la fin du mail, tu attaches maintenant ton CV et tes transcripts et tes relevés de notes. C'est très important. Donc là aussi, je suis en train de t'appeler. Quand je dis les choses comme ça, tu comprends qu'il faut aussi soigner ton CV. Il faut aussi soigner tes notes quand tu es encore à l'école. Bon, là, c'est pour ceux qui sont encore sur le banc en train de faire le master. Faites l'effort de bien faire votre master. C'est très important. Donc, tu lui envoies ton CV et tes transcripts, tu restes tranquille. Il pourra te répondre. Tu envoies ça à deux enseignants peut-être du département. Ça, ce que tu as te dit, si tu vas faire ça dans toutes les universités que tu as ciblées. Donc, tu envoies peut-être ça à deux enseignants du département, mais avec les fils d'expertise vraiment proches. Parce que ça ne met pas sens de voir que voilà, tu envoies le même mail ou bien tu dis que tu aimerais travailler avec tous les enseignants d'un département parce que naturellement, tous ne suivent pas la même direction dans la recherche. Chacun a son domaine d'expertise. Même si à the end of the day, ils peuvent tous comprendre quelque chose de ce que les autres font. Mais ça ne met pas sens. Ça ne fait pas sérieux en fait. Si tu envoies le mail à tout le monde et qu'à the end of the day, ils se rendent compte que voilà, le candidat, si nous a envoyé le mail, tous, personne ne te prendra au sérieux. Donc voilà, tu envoies les mails là à peut-être deux enseignants. C'est le même mail, les souches que tu changes, c'est seulement leur nom, peut-être leurs articles que tu as lus et tout. Sinon, la forme et même une bonne partie du fond reste le même. Tu attaches ton CV et ta lettre de motivation et tes relevés de notes. Tu lui envoies. Maintenant, il ne faut pas te décourager si tu envoies, il ne répondent pas. Parce que là aussi, c'est là que le cardio va commencer. Il y a des personnes qui ont l'habitude, ou bien je dirais même vilaine habitude, désolé du terme, de se décourager quand ils envoient les mails à trois enseignants, on ne répond pas. Tu peux vraiment à 10 enseignants, ils ne répondent pas. Qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas le 11e qui devait te répondre? Il faut comprendre que les enseignants sont super occupés. Ils reçoivent des dizaines, je dirais même des centaines de mails. Donc, du coup, ce n'est pas facile qu'il lise ton mail, toi qui es assis là-bas, ce n'est pas facile qu'il lise ton mail, ou bien toi qui es assis à Tchang, tu dois te dire ça. Déjà, moi, à mon niveau, je suis je suis seulement un petit PhD student. Quand les semestres où j'enseigne, par exemple, le semestre dernier, j'enseignais, je faisais l'été et tout, il y a des semaines où je recevais même 15 mails des étudiants. Je dis les étudiants de mon groupe. Vous pouvez imaginer, là, ce sont seulement ceux de mon groupe. Moi-même, je reçois mes mails et tout. Vous pouvez imaginer ceci là à l'échelle d'un enseignant, d'un full professeur. Il reçoit les mails de nous qui sommes ses doctorants.
Ça peut être concernant notre recherche, ça peut être concernant le cours qu'on enseigne, ça peut être concernant autre problème. Il reçoit les mails des étudiants de master qu'il enseigne, des étudiants de bachelor qui veulent peut-être faire une thèse de master, qui veulent peut-être faire leur master ou bien leur doctorat avec lui. Il reçoit des mails des organismes qui financent leurs recherches, tellement ils reçoivent tellement de mails. Vous pouvez imaginer à quel point leurs boîtes mails sont saturées. Du coup, si ton mail arrive au mauvais moment, il peut ne pas voir. Il peut même voir, mais il ne le lit pas, peut-être parce qu'il n'est pas bien structuré, peut-être le subject, l'objet du mail. L'objet du mail n'est pas attrayant. Il faut aussi écrire, il faut aussi mettre l'objet du mail vraiment assez clé. L'objet du mail est vraiment très important. Parce qu'il y a des personnes qui écrivent des mails sans objet. Dans ce cas de figure, il y en a qui ne vont même jamais vous lire. Parce que quand ils ouvrent les mails, il y a une façon de filtrer les mails. Peut-être ceux qui n'ont pas d'objet, ils filtrent que ça marque lu. Tu vois, ça pour leur faciliter un peu du travail. Parce que s'il n'y a pas d'objet, il estime que voilà, ton mail n'a peut-être pas assez d'importance. Voilà. Et quand il dit ça, c'est aussi une façon de dire qu'il faut apprendre à écrire les mails. Parce qu'il y a des gens qui écrivent les mails sans objet. Je l'ai déjà mentionné. Donc, il ne faut pas te décourager. Maintenant, les enseignants peuvent te lire et ne pas te répondre. Il ne faut pas te décourager. Et après ça, il y en a qui vont te répondre. Maintenant, quand quelqu'un lit ton mail, il voit que tu es cohérent et tout, il voit que c'est intéressant. Il voit que c'est intéressant. Et quand il voit que tu dis, même avoir lu son article, il dit waouh, il se sent flatté. Ça, il faut le savoir. Il y a les gens qui se sentent flattés quand on s'intéresse à leurs travaux. Là, je pense que c'est quelque chose c'est un comportement qui est, je dirais peut-être universel dans l'académie. Ça, c'est-à-dire, on est toujours fiers de partager d'expliquer ce que nous on fait aux autres, quoi. On est fiers quand les gens s'intéressent à ce que nous on fait. Comme je suis souvent fier, quand je restais les cadets à l'université, les gens m'écrivaient pour dire, voilà, on a vu telle chose sur laquelle tu avais travaillé quand tu faisais ton master et tout, voilà. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et ainsi de suite. Donc, quand tu vas à une conférence ou bien un workshop, tu présentes ton poster là, tu vois comment les gens viennent te poser les questions. Tu es fier quand les gens s'accumulent autour de ton poster. En fait, tu es fier de leur expliquer ce que tu fais. Donc voilà, je dirais que l'enseignant, c'est ça, il faut flatter quand il voit que voilà, tu t'es intéressé à lire son article. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, je suis désolé. Ça ne suffit pas. Quand il lit tout ton mail et tout, il voit que c'est cohérent et que tu parais intéressant. Il regarde aussi les relevés de notes. Il voit que tu as de bonnes notes. C'est intéressant. Là, c'est très intéressant les relevés de notes aussi. Donc, les gens qui étaient à l'école qui disaient que non, ils ne s'intéressent pas aux notes là, moi, je pense qu'à ce point, vous pouvez être cloué si vous avez ce genre de projet. Parce que nous, Africains, bien Camerounais en particulier, surtout les francophones, notre reflet, c'est notre relevé de notes. C'est-à-dire, ce qui dit qui nous sommes aux yeux des étrangers, c'est notre relevé de notes. Parce que dans la tête de plusieurs personnes ici, je suis désolé de le dire, ils voient toujours le Cameroun ou bien l'Afrique. Comme dans les années 1950, on avait tellement peu d'infrastructures, on n'avait même pas les universités, on avait peut-être une université par pays, bref, ils disaient que bon, voilà, ils ne peuvent même pas fournir grand-chose, tu vois. Et quand ils regardent ton relevé de notes, ils voient qu'il y a tel coup qu'il fait, il a fait microprocesseur, il a fait quantum information theory, il a fait ci, il a fait ça. Il voit que tu as les bonnes notes, tu as eu 14, 15. Il essaie de convertir ça dans le système de notation. Il voit que c'est intéressant, c'est intéressant. Il dit, waouh, ça veut dire que le petit peut être intéressant. Tu vois, il va maintenant t'accorder certainement une interview. Ouais, il va te répondre et dire voilà, il a lu ton profil et tout, et ça semble intéressant. Il va maintenant te dire bon voilà, j'aimerais discuter avec toi tel jour. Maintenant, durant l'interview, là, il va certainement te dire de préparer un BIMA, un PowerPoint, une présentation que tu vas lui montrer. Généralement, c'est sur ton master, ça rappelle que tu as eu à faire, ça peut être ta thèse de master ou bien ton bachelor thesis, pour ceux qui ont fait le foyer bachelor. Voilà, tu prépares tout ce que tu as fait, c'est de bien préparer ton BIMA. Tranquillement, tu prépares avec tes amis. Voilà aussi un problème, les Camerounais, particulièrement les francophones, aiment toujours travailler seuls. Quand ils ont des trucs, ils n'aiment pas discuter avec leurs camarades pour qu'ils essayent de donner leur point de vue et tout. Si tu es du genre à ne pas vouloir partager ce que tu fais avec les autres, voilà, tu restes dans ta chambre, tu présentes, tu enregistres, après tu écoutes ce que tu enregistres. Est-ce que ça make sense et tout. Tu fais ça même 4 fois pour être prêt le jour J, le jour J de l'interview. Voilà. Maintenant, tu vas préparer, tu sois tranquille, ne sois pas frustré parce que c'est un professeur blanc, entre guillemets, qui est devant toi. Non, parce que parfois, on a ce complexe d'infériorité. C'est pas un problème. Sois tranquille, présente normalement ton travail et tout. Il va te poser les questions. Tu maîtrises mieux ton travail que lui. Ça, c'est la première des choses que tu dois toujours avoir en tête. Ça, c'est ton travail. C'est-à-dire que techniquement, tu maîtrises ça mieux que tout le monde, même ton encadré d'interne. Tu maîtrises ton mémoire plus que lui. Ça, c'est la première des choses que tu dois te convaincre dans la tête. Tu lui présentes le truc, il va te poser des questions et tout et tout. Après, si tu es intéressant, si c'est intéressant, voilà, il pourra maintenant appeler une autre interview maintenant avec les autres. Bon, peut-être après cette étape, il va te dire, bon, voilà, tu vas maintenant sur le site de la Graduate School, tu soumets tes dossiers. C'est à ce niveau aussi que contacter un enseignant à l'avance devient important. Il te dit, va sur le site de la Graduate School, c'est-à-dire le site de l'école doctorale, envoyer tes dossiers. Tu vas maintenant là-bas créer ton profil, envoyer tes lettres de motivation, ton CV, tes relevés de notes, mettre les contacts de tes referees, les personnes qui vont te recommander, les personnes qui vont écrire des lettres de recommandation, ou bien les arbitres, l'office arbitre, ouais. Tu mets là-bas, tu soumets ton application tranquille. À ce niveau, tu vas déjà voir la différence entre toi et une personne qui a directement appelé sans contacter un encadré de l'institut.
Parce qu'au moment de la sélection, du comité de sélection, au moment du comité de sélection, du meeting de sélection, oui, dans le comité, généralement, ton encadré fait aussi partie du meeting. Hein. L'encadré avec qui tu vas parler fait partie du comité de sélection. Il discute, il discute. Maintenant, durant ce meeting, lui va maintenant, son rôle maintenant sera de convaincre les autres, ses collègues, à te prendre, à te recruter au sein de l'institut. Puisqu'il a validé, il va te dire de mentionner son nom dans ton application, qu'il sera ton encadreur, tu vois. Puisque lui, il a discuté avec toi, il a vu que tu es intéressant, que tu peux apporter en plus dans son groupe, il va maintenant chercher à te défendre lors du comité de sélection. C'est pas pour dire qu'il va rester là pour dire non, 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 il faut qu'on le prenne, il faut qu'on le prenne. Non, non, non. C'est pour dire que voilà, les gens vont peut-être vouloir te donner une note, peut-être des 5, il va dire, bon, avec ci et ça, et je pense qu'on pouvait lui donner peut-être 6, une note de 6, parce qu'il y a les systèmes de notation quand on fait les interviews, quand on appelle, il y a les systèmes de notation. Bon, disons que ça dépend de l'université ou bien du pays. Tu vois, il va essayer de te donner un peu les points, essayer de t'embellir, en fait. On va essayer de regarder les limitations, bien, les limitations du travail que toi tu as fait au Cameroun. Il va dire, bon, ça peut se comprendre. Là-bas, peut-être, les enfants, ils n'ont pas assez de bonnes infrastructures, ils n'ont pas sinon pas ça, mais ils pensent qu'avec les infrastructures qu'on a chez nous, il pourra faire mieux, tu vois. Il y a une différence entre toi et la personne qui a directement appelé sans contacter un encadreur. Donc, c'est là l'importance, c'est là où l'importance c'est de contacter un encadreur avant de postuler un TG. Voilà, et là c'est cool. Là, je pense que là c'est tout. Ouais. Après ça, on pourra encore appeler une autre interview avec tout le comité. On a peut-être 4 enseignants, c'était mon cas. Moi, j'ai fait 2 interviews et tout. On a appelé peut-être 4 avec 4 enseignants et tout qui vont t'interviewer. Hein. Cette fois-ci, ce ne sera plus sur ton travail. On peut te donner un travail à faire pour venir présenter. C'est comme ce qu'on m'avait fait. On m'avait donné un travail à faire, une thématique sur laquelle j'ai travaillé et tout, je suis allé présenter. Comme ils ne peuvent même pas te donner un autre travail supplémentaire, ils vont juste discuter avec toi pour mieux comprendre de toi. C'est tout. Là, tu réponds aux questions et après ça, ils s'en vont siéger pour donner la réponse finale si on t'a sélectionné ou pas. Ah, mais quand un enseignant donne déjà son aval, qui va te superviser, tu as beaucoup de chances d'être sélectionné. Et vous allez vous rendre compte que durant tout ce process, tu n'as même pas eu besoin d'une agence d'immigration. Bon, je suis désolé de tirer sur les agences d'immigration, parce que ce sont aussi les gens qui causent pas mal de problèmes à plusieurs personnes, qui font pas mal de victimes. Donc voilà, tu as fait tout ça seul. Vous pensez que tout ce processus, une agence d'immigration va faire ça pour vous, c'est-à-dire aller chercher l'université, faire l'interview à votre place. Non, au bout d'un moment, il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire pour vous. L'agent d'immigration ne peut pas lire les articles des enseignants pour toi, pour te dire que c'est intéressant pour toi. Non, tu dois prendre ta vie au sérieux. Donc là, tu fais tout ça seul. Donc, je pense que la vidéo pourra aider plusieurs personnes au Cameroun ou bien en Afrique francophone en général, parce que les gens de l'Afrique anglophone ou bien du système anglo-saxon ont un mindset beaucoup plus avancé que le nôtre, nous autres francophones, parce que je suis francophone à la base. Et quand ils parlent d'anglophone, désolé, il y a un point que j'ai manqué là, j'ai manqué un point. Tout ce qu'il y a d'ici là, jusqu'à la sélection et tout, c'était seulement sur le côté de tes compétences, oui, le côté purement académique. Mais avant ça, il y a maintenant le côté linguistique. Et tu ne vas pas étudier en français là-bas. Je ne sais pas si peut-être en dehors de la France et peut-être du Canada, quelques régions au Canada, il y a vraiment très peu de pays où tu vas faire ta thèse en anglais, donc en français autant pour moi. Donc il faut que tu aies un niveau en anglais vraiment considérable, peut-être intermédiaire, B2, peut-être B2. Et cela, ça ne prend pas du temps. Tu es un Camerounais, si tu veux apprendre l'anglais, 6 mois suffisait pour toi pour atteindre le niveau là. C'est-à-dire tu t'inscris dans un centre linguistique là, tu travailles intensément, après tu composes ton TOEFL ou bien le IELTS, International English Language Testing System. Ouais. Tu vois, et c'est même intéressant parce que dans certaines universités en Allemagne, on ne te demande même pas le test de langue là. Quand tu fais l'interview, on discute avec toi, on voit que tu parles anglais et tout, on ne te demande même plus ça. Moi, particulièrement, il n'avait pas soumis un test officiel de, un test officiel de langue anglaise. Je n'avais pas soumis ça. Je n'ai jamais pris ça, que ce soit TOEFL ou IELTS, je n'ai jamais pris ça. Mais ça, c'est pour l'Allemagne, mais dans d'autres pays, on demande toujours. Peut-être aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède, aux États-Unis. Bon, là-bas, c'est clair que là, on veut le TOEFL, là-bas, c'est clair. Donc voilà, donc, il faut travailler aussi pour avoir un niveau de langue, de langue vraiment considérable qui peut te permettre de travailler. Parce que si ce n'est pas pour eux que tu le fais, c'est pour toi. Parce que si tu ne comprends pas la langue, tu vas faire comment? Tu ne pourras pas exploiter les articles scientifiques, tu ne pourras pas rédiger les articles toi-même. Tu vas rédiger ta thèse comment? Donc voilà. Je pense que j'ai un peu tout brossé, je pense avoir tout brossé. Et déjà, qu'est-ce que je dirais avant de clôturer la vidéo? Vous pouvez le faire, le parcours, il sera compliqué, mais vous pouvez y arriver. Mais je pense avoir répondu à la question qui était celle de savoir si c'est possible de venir faire sa thèse de doctorat en Allemagne avec un master obtenu au Cameroun. Directement, c'est-à-dire directement, en santé directement. Oui, c'est possible. Donc, il faut bien faire vos masters. Il faut obtenir de bonnes notes. Je sais que c'est compliqué au Cameroun, surtout en licence. Obtenir, par exemple, 13 ans en licence au Cameroun est difficile. Dans les universités publiques, est difficile. Et
Ça, bon, peut-être dans certaines filières, surtout les filières scientifiques. Moi-même qui parle, j'ai eu 12 heures, un truc comme 12h80 en licence. C'était vraiment chaud, attends. C'est en master que j'ai essayé de rectifier un peu l'outil. Donc, c'est important. Si tu te bats, tu as peut-être 14 de moyenne en master, ça te donne déjà quand même une bonne marge. Ça te donne déjà quand même une certaine marge, quoi. Et à pour pouvoir espérer avoir une position. Parce que c'est ça, comme je vous ai dit, c'est le relevé de notes qui dit beaucoup sur nous. Parce qu'on sait, la plupart des personnes ici savent qu'au Cameroun, vraiment, ou bien en Afrique en général, on n'a pas les unifs, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Donc, ils savent déjà que vraiment, on ne fait rien. Donc, du coup, quand on voit ton relevé de notes, on voit que tu as les bonnes notes. On dit que même si dans les systèmes qui sont compliqués, parviennent à produire les résultats comme ça, on dit que avec les bonnes facilités comme ici, les bonnes machines et tout, ils pourraient faire mieux. Donc, voilà. Et pour ceux qui ont suivi un parcours similaire au mien, s'il y a des conseils que vous pouvez donner aux autres, vous pouvez les partager en commentaire. Peut-être votre expérience, vous pouvez les partager en commentaire. Moi, je pourrais apprendre de ça, puisque je l'ai dit, ça, c'est ma deuxième année de thèse que je vais commencer comme ça. Donc, c'est ma deuxième année que je vais commencer en allemand ici. Donc, voilà, les amis, à plus tard. Bon, peut-être je n'ai pas dit qui j'étais, mais comme je l'ai dit, je pense avoir dit, ouais, j'ai dit que j'étais de Paris et j'ai fait mon master à l'université de Cham, de 2017 à 2022. Et après ça, je suis allé à l'IMB, à EMS. EMS, c'est African Institute for Mathematical Sciences, c'est-à-dire l'Institut africain des sciences et mathématiques, qui est une école boursière, un institut je ne sais pas si c'est panafricain, bon, disons sous-régional, qui recrute les étudiants dans différents pays, dans presque tous les pays d'Afrique chaque année, pour faire un programme intense de 10 mois là-bas. C'est un peu comme l'internat, vous vivez au campus, on vous loge, vous êtes logé au campus, on vous nourrit là-bas, vous faites juste les cours, vous fréquentez juste, vous mangez, vous fréquentez, c'est tout. Et l'Institut a 5 centres en Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun et au Rwanda. Donc, il y a 5 centres. Il y en a qui ne le savent pas. Ça, c'est un institut où plusieurs personnes peuvent postuler, hein. Surtout les gens qui sont en licence, qui ont fini la licence, parce qu'il faut un diplôme de 4 ans. C'est-à-dire soit le Master 1 ou alors le foyer bachelor des confrères du système anglo-saxon. Mais c'est toujours super intéressant quand tu y vas là-bas, il y a ton master 2. Quand tu as ton master recherche, c'est important, c'est très intéressant. Après ça, tu files facilement en PhD, facilement, contrairement à ceux qui ont avec le master 1. Parce qu'avec le master 1, tu ne peux pas entrer en TS directement dans plusieurs pays. Peut-être aux États-Unis, tu pourrais être peut-être, mais ce sera toujours compliqué quand même. Voilà, donc les amis, partagez la vidéo, likez, partagez aux confrères qui pourraient être dans la même situation ou bien qui pourrait se poser la question dont je suis en train la question à laquelle je répondais. Parce qu'actuellement, c'est chaud quand même. Les programmes de thèse sont fermés depuis environ 2 ans déjà. Et il y a vraiment pas mal de personnes au quartier qui ne savent pas quoi faire. Ça peut vous aider. Donc, il faut apply, chercher les opportunités, il faut apply et tout. Il y a tellement d'opportunités d'ailleurs, mais c'est compétitif. Mais il faut être résilient. Il faut être résilient. Vous pouvez trouver la position pour faire votre thèse. Si la thèse, c'est ce que vous voulez, vous pouvez la trouver, vous pouvez trouver. Mais en même temps, c'est pas comme si la thèse, c'était l'Eldorado. Donc, voilà. Voilà. À plus. Je retourne encore dans mes divertissements avec TikTok.